Bonjour Michel Zecler. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était le 21 novembre dernier. Ça doit vous sembler d'ailleurs à la fois très loin et très proche par moment. Comment allez-vous 5 mois après? Écoutez, je vais bien. J'ai presque fini la rééducation de mon bras. Et l'aspect psychique, c'est un peu plus compliqué. Je me fais accompagner là-dessus. Je relativise beaucoup. Je suis quelqu'un de positif. Je vais rappeler en quelques mots vos blessures. Déchirure d'un tendon au bras, blessure à la tête, hématome, visage, sur le corps aussi. Vous avez été opéré, je crois que vous avez une broche en titane maintenant qui remplace votre tendon arraché. Ce sont quand même des séquelles très lourdes. Je suis en rééducation pour ça. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que les premiers instants, j'avais peur de ne pas retrouver une bonne mobilité de mon bras. Mais là, avec l'aide de spécialistes, je suis sur la fin, j'arrive à bouger mon bras. Donc Ouais. J'insiste sur votre état de santé et sur vos blessures parce qu'on s'en souvient, le premier médecin que vous avez vu vous a prescrit 6 jours d'ITT, interruption de travail. Ça a été revu, ce chiffre, à 90 jours. Et aujourd'hui, ça fait 180 jours. c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Parce que une prise en compte, finalement, médicale de mon dossier aurait pu faire valoir mes droits. J'aurais pu être entendu. Or là, le médecin qui m'a reçu a écouté mon récit et il ne m'a jamais ausculté. Du coup, ça pose un problème. J'ai d'ailleurs écrit à l'ordre des médecins Oui. là-dessus, à ce sujet. Vous portez plainte contre ce premier médecin qui, selon vous, a complètement minoré l'état réel de vos blessures. On se souvient de ces images, de cette photo de votre visage ensanglanté, j'allais dire déformé même par certains coups que vous avez reçus. Ça paraît impensable qu'on ne vous ait prescrit à ce moment-là que 6 jours. 6 jours d'ITT. Vous-même, vous avez été, j'imagine, choqué par cela. À quel moment se passe cette visite de ce médecin? Je le vois après ma sortie de l'hôpital, Oui. une fois que mon avocat en a fait la demande. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important de savoir ce qui s'est passé, parce que les UMJ, finalement, c'est un rouage assez important dans tout ce qui s'est passé. Et si il y a de la complaisance à ce niveau-là, eh ben, c'est n'importe quel individu qui voit sa parole diminuer. Vous voulez dire que, d'une certaine façon, ça fait partie de ce système qui, parfois, soit minimise les violences policières, soit même les cache? C'est quand même quelque chose où je pense où il faut quand même regarder si s'il n'y a pas un souci. Et c'est d'ailleurs le sujet de ma lettre à l'ordre des médecins. J'aimerais parler avec vous, si vous le voulez bien, des blessures psychologiques. Elles sont énormes. C'est quelque chose que je maîtrise pas et je vous avoue, j'ai toujours du mal à en parler parce que c'est quand même assez intime. J'ai envie de dire que heureusement que je suis accompagné là-dessus, parce qu'aujourd'hui, j'ose pas imaginer ce que ressentent les personnes qui sont dans mon cas mais incarcérées. Comment se fait-il que vous ressentiez cela alors que vous êtes la victime? Moi, rien ne m'est reproché. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de syndicats de police qui se battent encore bec et ongle pour pouvoir défendre ces policiers-là. Ce sont ces attaques qui vous font mal, tout comme les insultes, le jour des faits, vous ont fait extrêmement mal. Et je n'y étais pas préparé. Ouais. Ces insultes-là, cette violence et ce côté, ce déferlement de haine que je me suis pris de plein fouet,
n'ont pas laissé de place au doute. Il vous arrive même de douter d'être la victime dans cette affaire? Ça va tellement loin que ça vous emmène à avoir ce genre de pensée? Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je sais ce qui s'est passé. Les caméras me couvrent là-dessus énormément. Sans ces caméras-là, moi, je ne serais pas devant vous. Donc, c'est sûr que ça ne laisse pas indifférent. Je me dis à chaque fois que je vois et que j'entends surtout ce genre de réinterprétation des fois des faits, je me dis que ces gens ont très peu de compassion et beaucoup de cynisme vis-à-vis les victimes de violences policières dont je fais partie. Est-ce que le sentiment de peur est quelque chose qui est présent chez vous? On va dire que c'est pas de la peur, c'est des fois on va dire que je me crispe un petit peu quand je vois des gens de la police. C'est pas totalement rationnel, mais c'est quelque chose qui fait partie de la réalité aujourd'hui. Est-ce que vous notez malgré tout une amélioration? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans un processus, qu'il va y avoir au bout une guérison à la fois physique, psychologique, que vous allez reprendre petit à petit une vie normale? Vous pensez à ça ou... Je suis complètement conscient que tout seul, enfin c'est un enfer de se sortir de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs, pour ne pas entrer dans le secret médical, mais qu'est-ce qu'on vous dit pour vous faire comprendre que vous êtes la victime? Qu'est-ce qu'on vous explique? Qu'est-ce qu'on vous raconte pour que vous alliez mieux? Qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est d'extérioriser, de parler, de pouvoir dire, mettre des mots sur tout ce que j'ai vécu. Ça peut me faire du bien. Mais c'est dur. Ouais. D'ailleurs, vous avez fait très peu d'interviews depuis les faits, alors que vous avez été évidemment énormément sollicité. Je vous remercie encore d'ailleurs de parler aujourd'hui à BFM TV. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, nous parler, c'est bien, c'est important, ça vous fait peut-être avancer aussi. Et puis, ça va faire passer des messages, j'imagine. Mais c'est dur. Bien sûr. Mais c'est pas agréable. Ouais. De ressasser tout ça. Je me suis fait taper dessus par 3 personnes à tour de rôle. Quand il y en avait un qui était fatigué, l'autre prenait le relais. On m'a insulté comme on m'a jamais insulté dans ma vie. C'est pas évident, c'est sûr. Michel Zecler, la semaine dernière, le magazine Envoyé spécial de France 2 a fait des révélations sur l'enquête qui est toujours en cours. Les enquêteurs, justement, ont découvert dans le téléphone d'un des policiers une photo de la mort de George Floyd aux États-Unis, écrasé par le policier Derek Chauvin, avec cette légende « Quand tu dégonfles ton matelas en fin de soirée ». Le même policier discute dans une conversation qui est aussi dans un de ses téléphones avec une proche qui l'interroge sur les violences auxquelles il est confronté. Il répond « Je suis dégoûté que tous ces bâtards soient acceptés en France et que l'on ne fasse rien ». Son interlocutrice lui interdit de devenir raciste. Et il dit « C'est pas du racisme, mais tous les bâtards qui foutent la merde, ce sont tous les mêmes ». Qu'est-ce que ces deux éléments, selon vous, apportent à l'enquête? Aujourd'hui, moi, je suis pas enquêteur, je suis pas. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile pour moi de me prononcer là-dessus. Après, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a pas surpris de voir ce genre de message, de voir comment ces policiers s'exprimaient entre eux. Les policiers reconnaissent les coups lorsqu'ils sont interrogés, mais ils ne reconnaissent pas le caractère raciste de l'agression. Vous maintenez ces accusations. Depuis le début, je dis ça. Eux ont changé 3 fois leur version. Les 3 policiers ont proféré des insultes racistes? Alors, pour être
très honnête, je me souviens de 2 policiers parce qu'ils n'avaient pas leur masque et qu'on était nez à nez. Le troisième, comme je l'ai dit depuis le début dans mes déclarations, il était assez violent, c'est celui qui a sorti la matraque et qui me mettait des coups de matraque, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir beaucoup entendu parler. Par contre, il en a mis des coups. Il y a un premier policier qui essaye de vous faire sortir, c'est ça l'histoire. Oui, tout de suite. C'est qu'ils essayent de vous faire sortir du local. Bien sûr. Et vous refusez. Bah, je suis à l'intérieur de mon domicile. Si on essaie de me faire sortir de plus de manière virulente, moi je me suis mis en position de défense, j'ai eu peur. Il y a un moment, j'ai douté que c'était des policiers. Donc, me sachant filmer, et je leur ai dit, dès qu'ils sont rentrés dans mon local. Donc, après, ils m'ont peut-être pas cru, je sais pas, je ne suis pas rentré là-dedans, mais voilà. Et là, le cauchemar commence. Et c'est long. C'est long. C'est interminable. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ces minutes-là? Est-ce que vous, d'ailleurs, vous arriviez à penser, parce que vous étiez d'abord préoccupé par le fait de sauver d'échapper au coup, de sauver votre peau, j'allais dire. Avec le recul, j'ai des moments où très clairement je revois des pensées que j'ai eues. Celle de rester debout, c'est quelque chose que... C'est-à-dire, vous vouliez à tout prix rester debout. Ah ouais, je me prenais trop de coups, des fois ça faisait mal. Moi je voyais tellement de haine dans leur regard quand... je ne comprenais pas, moi. Et l'espoir que j'ai eu, c'est quand j'ai aperçu cette poignée de porte et que j'ai pu ouvrir la porte et crier au secours, quoi. Qu'on puisse appeler à l'aide, qu'il se passe quelque chose. En fait, j'ai crié, mais je savais pas trop ce qui allait se passer. Et puis pareil, quand la porte s'est refermée, bah là, j'ai vu mon espoir se refermer. C'est à ce moment-là que j'ai cru que c'était peut-être la fin. Vous vous êtes dit, Ah bah, je me suis dit, je vais rester debout, mais là, c'est... Et puis tout ça sans comprendre, et j'ai eu l'impression de vivre la scène, de la regarder d'en haut. Du coup, je voyais tous ces coups, je voyais tout ça, et c'était pas facile. ces images, et vous les avez revues? Voilà, malheureusement, je dois les revoir avec la juge d'instruction. Je les vois même sans les regarder. C'est-à-dire, Bah, elles sont omniprésentes? ça arrive les moments où les états de fatigue assez extrêmes, et ben je peux me faire des petites fixettes là-dessus. Ouais. Le plus jeune des policiers a 23 ans. Ouais. Je sais que vous vous occupez de beaucoup de jeunes pour votre label de rap, de musique. Qu'est-ce que ça change quelque chose à votre perception de l'histoire? Je me dis qu'il y a un gros souci en fait. Parce que j'entends pas mal de choses, qu'ils ont eu peur, moi j'ai du mal, moi j'ai eu peur. Moi je suis un citoyen français, j'ai eu peur. Quand on voit des policiers qui arrivent et sans raison apparente, parce que jusqu'à ce que je sois sur un plateau de télé, pour être très honnête, peut-être trop naïf, je savais pas pourquoi moi. Après je me doutais bien que c'était le masque. Mais c'est pour ça que j'essayais de comprendre, mais pourquoi? Au commissariat, je cessé de demander pourquoi. Il y a aussi le moment où vous allez sortir, où vous allez être sorti finalement du local. Là, donc là, on le voit très bien sur les images d'ailleurs, la rue est envahie par les véhicules de police. Quelle est votre vision, qu'est-ce que vous vous dites là, à cet instant? Vous sortez, Ah, moi, j'ai même pas le temps d'halluciner. Aujourd'hui, j'hallucine encore. C'est incroyable. Peut-être une trentaine de policiers. Je me fais massacrer on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne bouge. C'est quand même assez invraisemblable.
Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous souhaitez, j'imagine que non, mais vous êtes devenu un symbole. Vous le vivez comment, ça? Écoutez, j'ai évidemment pris conscience qu'il y avait une attente. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire que j'irai au bout. Pour moi, mais j'irai au bout aussi pour tous ces gens qui n'ont malheureusement pas eu de vidéo. Vous avez suivi le procès d'Eric Chauvin, donc ce policier américain condamné pour la mort de George Floyd. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu cela? Ça a été un soulagement. Oui. Un vrai soulagement. Oui. C'est quelque chose quand même qui est assez rare, toutes ces condamnations aux États-Unis. Je me dis que peut-être que ça va faire bouger quelque chose. Un tabou est peut-être tombé. Aujourd'hui, un policier qui a fauté est condamné. Après, la France, c'est pas les États-Unis, hein. Mais il y a quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Le drame de George Floyd, votre histoire ont mis en lumière les violences policières. Mais jusqu'où va la responsabilité? Je parlais du téléphone portable de l'un des policiers qui vous a agressé. Dans ce téléphone portable, on voit aussi que la hiérarchie a soutenu les policiers qui vous ont agressé. Le lieutenant du commissariat écrit aux 3 mises en cause, après l'interview de Gérald Darmanin à la télévision sur France 2 le soir, où il dit qu'ils ont sali l'uniforme, il leur écrit « Sachez que quoi qu'il arrive, pour moi, vous n'avez en rien sali notre bel uniforme. » Comment réagissez-vous? Moi, je l'ai déjà dit aussi là-dessus. Hein. Moi, je trouve ça complètement honteux. Je me posais la question à savoir pourquoi était-il si à l'aise pour pouvoir proférer toutes ces insultes, pour pouvoir être aussi violent, pour ne pas s'arrêter au commissariat. Donc vous pensez que, voilà, ils avaient une sorte de soutien tacite de la hiérarchie? Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser là-dessus, mais simplement, lorsqu'on découvre ça, on est obligé de se poser des questions. Maintenant, les réponses, c'est pas à nous de les donner, je pense. Vous aviez été victime de racisme auparavant? Quand j'étais plus jeune, c'était différent, mais cette insulte-là, je l'avais vu dans les films, très anciens, aux États-Unis. Donc c'était quasiment la première fois qu'on vous disait des choses comme ça? Bien sûr. Je parle des mots, évidemment. Oui, mais quand je parle de violence, je parle des mots aussi. Bien sûr. Parce qu'ils sont extrêmement violents. L'enquête, vous avez été entendu une fois. Je crois que les policiers, eux, ont été entendus à 3 reprises, à la fois par l'inspection générale et aussi par les enquêteurs, par l'IGPN. L'IGPN également. S'il y avait une confrontation, vous iriez? Oui. Eux l'ont refusé, je ne sais pas pourquoi. Et si de toute façon, je me tiens à disposition de la juge. Et vous leur diriez quoi? Je ne sais pas encore. Vous savez, ils essayent ils veulent s'excuser. Enfin, pour pardonner, il faut avouer, quoi. Il faut dire la vérité. Et après, là, on peut discuter. Je n'ai pas de haine. Je veux juste que justice soit rendue. Vous avez encore confiance dans la police? Vous savez, j'ai cessé de demander de ne pas me faire d'amalgame. En tout cas, pas en mon nom. Ouais. Parce que je sais bien que le travail de policier n'est pas facile. Je le sais bien. Moi, ce que je dis, c'est que ces 3 policiers-là, dans mon affaire, ont fauté. Voilà ce que je dis. Après, j'essaie d'être clair là-dessus et je ne fais absolument pas de généralité. Les soutiens, ça a été incroyable, non? Vous attendiez à ça? Je m'attendais à rien du tout, en fait.
Ça a été, enfin, expliquez-nous, c'est venu de partout. C'est quoi? C'est des centaines de messages, des milliers, Ça vient de tous les côtés du monde entier. C'est assez incroyable. Je ne cesse de remercier tous ces gens parce qu'ils aident aussi à ma reconstruction. Il y a des messages particuliers, je ne sais pas, qui vous reviennent. Il y a des choses comme ça qui vous ont vraiment touché, fait plaisir, bouleversé même. Quand tous ces policiers qui m'envoient des messages pour me dire d'aller jusqu'au bout, de Il y a ne des pas policiers lâcher. qui vous envoient des messages? Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il faut se le dire. On voit il y a des policiers qui aujourd'hui dénoncent des actes racistes. Il y en a plein, ils sont bien seuls dans leur combat. Mais il y a beaucoup de policiers qui dénoncent ces choses-là. Pourquoi c'est si compliqué pour eux de dénoncer ce genre d'actes en interne? La prochaine fois qu'on se verra, Michel Zecler, j'espère que ce sera vraiment bientôt. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs, encore une fois, d'avoir répondu à toutes mes questions. La prochaine fois qu'on se verra, on parlera musique. Si vous voulez. Vous avez des projets? Vous avez recommencé à travailler? Vous faites quoi? Vous savez, aujourd'hui, je suis régulièrement dans mon studio, mais je ne peux pas dire que je travaille. Je sais ce que c'est travailler. Je travaillais beaucoup avant. Et là, c'est quand même encore un peu difficile. Je suis vraiment très bien accompagné, donc j'arrive à voir l'évolution des choses. Cette histoire m'a amené d'autres choses. J'ai énormément de témoignages de jeunes qui ont eu énormément de difficultés, qui ont traversé ces choses-là. Et c'est vrai que j'ai créé une fondation et j'espère que j'arriverai aussi à réconcilier. Construire peut-être. Réconcilier avec les jeunes et la police. Je pense que pour avancer, il faut qu'on arrive à regarder les choses en face et se dire voilà, il y a un problème là, il faut se poser, il faut que les gens compétents puissent discuter ensemble pour trouver une solution, une vraie solution. C'est pas normal tout ce qui se passe là aujourd'hui. C'est vraiment important. Et en tout cas, moi, je ferai mon maximum pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Michel Zecler. Merci. Merci infiniment.